filière beauté dépend du vivant, des sols, de l'eau, des forêts. Et très souvent, ceux qui protègent et restaurent le vivant, ce sont des acteurs locaux qui connaissent bien leur terrain et qui agissent pour le protéger, voire pour le restaurer. Et pour introduire cette thématique, j'ai donc le plaisir d'accueillir une association qui partit de zéro il y a quelques années et qui a réussi à recréer des dizaines d'hectares de biodiversité. Je vous demande d'accueillir David Buffo, président de l'association Semeurs de Forêt. Bonjour à tous et merci beaucoup à Marie-Claire de nous avoir donné l'opportunité de venir aujourd'hui. Donc je suis David Buffo, je suis cofondateur de Semeurs de Forêt. Donc l'idée de Semeurs de Forêt, c'est de prendre soin de la terre, de la nature, en rendant des espaces à la nature. On vit des catastrophes en ce moment, il y a des grands défis qui sont très anxiogènes. Le dérèglement climatique avec une trajectoire qui est effroyable. Et un autre dont on parle un peu moins, c'est l'effondrement de la biodiversité, à savoir que ça se passe aussi en France. On est le 6e pays au monde où la diversité chute le plus vite. Comme beaucoup de monde, on se sent impuissant, on se demandait quoi faire devant les informations. Et avec mon épouse, cofondatrice également, on a décidé de créer une association parce que à plusieurs, on fera beaucoup plus de choses. Et on a créé Semeurs de Forêt en janvier 2019, donc ça fait maintenant 7 ans, avec une idée simple mais compliquée en même temps. C'était d'acheter des terrains pour y recréer des sanctuaires de biodiversité dans l'objectif de créer des puits de carbone et des espaces de biodiversité en y créant des forêts qui soient riches en biodiversité, donc on plante souvent des dizaines d'essences différentes pour recréer vraiment un écosystème. Et ensuite, on a un autre type de projet qui est d'acheter des projets déjà constitués qui sont intéressantes, qui ont évolué depuis longtemps, pour les protéger, pour qu'elles soient jamais exploitées en fait. Donc l'idée, c'est qu'il n'y ait aucune exploitation humaine sur ces terrains-là. Et au départ, quand on a eu cette idée-là, on s'est lancé avec des voisins, avec des copains. Le meilleur moyen de sortir de l'éco-anxiété, c'est de passer à l'action, à notre niveau, faire ce qu'on pouvait nous déjà. Et on a une démarche qu'on a fait évoluer au fil du temps. La première démarche, c'est d'avoir un ancrage territorial. Donc on achète des choses, des terrains qui sont en France et souvent qui sont proches de relais locaux. Donc on travaille vraiment avec des personnes qui sont des simples citoyens, pas du tout des experts, qui ont juste une envie aussi d'agir, de faire des projets comme nous, de protéger un espace près de chez eux et de le laisser se renaturer, d'accueillir la vie. Ces relais locaux-là, on les recrute par Internet, ils entendent parler de nous et on les accueille avec beaucoup de plaisir. Et comme je disais, il n'y a pas besoin du tout d'avoir de compétences particulières pour le faire. C'est des simples citoyens engagés. Nous, ce dont on a besoin, c'est qu'ils soient là sur la durée, parce que quand on achète un terrain, que c'est ensuite l'association qui est propriétaire des terrains, il va falloir que ces gens soient un peu là quelques années pour au moins créer un réseau local d'acteurs avec d'autres personnes qui vont mobiliser. Il faut bien sûr être à l'aise dans les relations sociales, parce qu'ils vont devoir créer un réseau social sur place, donc s'ils ne sont pas à l'aise avec les gens, ça va être un petit peu compliqué. Leur métier, vous les voyez là sur tous nos relais locaux qu'on a, ça va des professeurs des écoles, aux chercheurs au CNRS, à la personne qui gère une ferme pédagogique, un travailleur social, quelqu'un qui travaille dans les douanes. Donc c'est vraiment des personnes qui n'ont pas besoin d'être expertes. On nous demande souvent, est-ce que vous travaillez avec des experts, comme s'il fallait absolument qu'il y ait des experts pour laisser la nature évoluer librement. La nature se débrouille très bien quand même toute seule. C'est en général plutôt nous qui sommes facteurs de perturbation. Nos actions sur les terrains nous sont en général assez limitées, dans le sens où on va faire des plantations, mais on va laisser une grande place à la libre évolution pour que la vie revienne simplement, et elle fera très bien ce que nous, on aurait mis beaucoup plus de temps avec beaucoup plus d'efforts à faire. Donc quand on trouve des relais locaux, donc des gens qui partout en France veulent nous dire je veux faire la même chose que vous, nous, on les accompagne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, nous, on n'avait pas de connaissances particulières sur les arbres. La première fois que j'ai planté un arbre, moi, c'est avec l'association. Donc, on s'est formé, on s'est beaucoup documenté, on a appris beaucoup en pratiquant durant ces 7 années. Et du coup, maintenant, on a quand même une expertise, à la fois sur la démarche associative, parce que c'est aussi quelque chose qu'on a découvert, sur la recherche de financement, sur des connaissances théoriques, comment choisir les essences d'arbres qu'on va planter sur place. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a développées et qu'on met à disposition des personnes qui, elles, sont là où on était, nous, il y a 7 ans. Donc l'idée, c'est de grandir tous ensemble et que peut-être dans cette salle, il y aura des gens qui auront envie de faire un projet près de chez eux. Alors, on achète assez peu au cœur de Paris des terrains de plusieurs hectares parce qu'on n'a pas encore les fonds, mais peut-être qu'aujourd'hui, ça va se débloquer. Donc nos terrains, aujourd'hui, on cherche des terrains qui soient assez grands pour avoir une masse critique pour que des grands mammifères puissent s'y installer, donc des biches, des renards, des choses comme ça. Donc il faut que ça soit quand même une surface suffisante. Donc on est à minimum 2 hectares. C'est souvent des terrains qui sont en déprise agricole.
donc qui étaient avant utilisés en agriculture, mais qui ne sont plus utilisés ou vraiment avec juste pour faire du fauchage, de l'herbe, ou peut-être mettre des chevaux à paître ou des choses comme ça. Et aussi, pour des raisons de prix, on essaye de rentabiliser au maximum en fait nos dépenses pour avoir le maximum de surface par rapport au prix qu'on fait. Donc c'est souvent dans des milieux ruraux. Donc en fait en Île-de-France, pour tout vous dire, on n'en a pas, hein, même si moi j'habite en Île-de-France, on n'a pas de terrain là. Les terrains les plus proches, ils sont à 1 heure de Paris, dans l'Oise et puis dans l'Eure. Et on regarde un petit peu tous les terrains qu'on peut trouver. C'est vraiment en fonction des opportunités. C'est pas si simple que ça à trouver. Enfin, c'est comme une recherche immobilière ou un appartement. Quand vous en trouvez un qui vous plaît, il faut l'acheter dans la journée. Vu qu'on, ça doit passer par tout un processus de décision, de vérifier si tout va bien, ça nous demande du temps. Et on nous demande souvent comment on finance en fait nos actions. Donc nous, on fait appel à la générosité du public. On a aujourd'hui aucune subvention publique de l'État ou de l'Europe. Aujourd'hui, on a un peu arrêté d'en demander parce qu'à chaque fois, on avait des refus. Et ça prend énormément de temps de les demander. Parce que la raison simple, c'est que nous, on fait des achats fonciers. Et c'est quelque chose qui ne rentre pas vraiment dans les cases de ce qui est subventionné. Donc, dans beaucoup d'appels à projets, justement, on est éjecté à cause de ça. Donc, on fait des appels avec le crowdfunding, donc des particuliers. C'est 1/3 à peu près des ressources qu'on a. Et 2 autres tiers, c'est des mécènes. Donc, j'ai mis professionnels, mais c'est des entreprises. Alors, il y a des toutes petites entreprises et puis il y en a qui sont assez grosses. Il y a des entreprises de la beauté, des cosmétiques, qui représentent 1/6 du total de ce qu'on a. Donc, c'est une bonne proportion. Ça peut mieux faire, bien sûr. En tout cas, on est bien accompagné là-dedans. Ce que je dois dire, c'est que, comme l'ont dit les intervenants précédents, c'est pas juste du mécénat en termes financiers, même si c'est quand même hyper important, d'autant plus quand on doit acheter des terrains ou financer des plantations. Mais on a aussi des accompagnements qui sont en mécénat de compétences, des personnes, des entreprises qui travaillent en fait gratuitement pour nous, alors soit sur une mission donnée, soit c'est ponctuel. Et puis du coup, ça fait des relations aussi. C'est toujours des liens qui sont très humains. Ça passe rarement par le DG qui a besoin de mettre ça dans son rapport RSE. C'est tout le temps des personnes qui sont vraiment impliquées. On va dire qu'on crée un lien émotionnel en fait avec les entreprises qui nous accompagnent. Sur chaque terrain, on n'a pas une démarche qui est standardisée. À chaque fois, on va regarder le terrain, sa région, pour voir ce qu'on va faire à cet endroit-là. Parce qu'on ne plante pas la même chose dans le sud de la France que dans le nord. On ne plante pas la même chose si le terrain est humide ou s'il n'est pas humide. Donc on va vraiment tout regarder et faire très attention aussi à ce qu'on appelle le label végétal local, c'est-à-dire l'origine génétique en fait des arbres. Parce qu'un endroit où on pourrait planter par exemple du chêne pédonculé, si vous plantez du chêne pédonculé qui vient de Pologne, pourtant c'est la même espèce, mais la faune et la flore locale, les insectes, les oiseaux ne sont pas tout à fait adaptés parce qu'ils n'ont pas coévolué avec, ils ne sont pas coadaptés. Il peut y avoir des espèces qui ne vont même pas pouvoir cohabiter avec des espèces françaises, du coup, des insectes, des papillons, qui ne vont pas pouvoir s'adapter à cela. Donc on a l'impression de faire quelque chose de bien, mais en fait, on fait disparaître des espèces entières des endroits où on plante. Donc on fait très attention à ça. Et ça, c'est des choses qu'on a appris au fur et à mesure. Au début, quand on s'est lancé, on n'avait aucune idée de la complexité de tout ça. On prépare les terrains, on regarde où on va planter. Donc souvent, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on plante les haies pour refermer le terrain. Et puis on fait quelques bosquets. Et il y a beaucoup de zones qu'on laisse en libre évolution pour laisser la place à la nature. Et sachant qu'un terrain, si vous ne faites rien dessus, si les conditions de sol sont favorables, même si vous plantez rien, dans 30 ans, 40 ans, il y a une forêt dessus. Nous, ce qu'on fait, l'utilité des plantations, c'est de réintroduire de la biodiversité et puis d'avoir un aspect pédagogique pour que les gens aussi créent un lien émotionnel avec ces terrains, avec ces arbres. Parce que finalement, planter un arbre, c'est un peu comme mettre un enfant au monde. Après, les gens qui viennent sur les terrains, même si au départ, ils n'étaient pas forcément convaincus, ont envie de savoir ce qui va se passer, ont envie de le suivre avec le temps. Et puis quand on voit aussi qu'un arbre qu'on a planté 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, il a grandi, mais il n'est pas si grand que ça ne ressemble pas encore à une forêt, on se rend compte aussi que c'est long de restaurer et qu'on peut couper un arbre de 200 ans qui a connu la Révolution française en 10 minutes aujourd'hui. C'est très formateur et ça fait vraiment prendre conscience, au-delà d'une explication, de participer à une plantation. Ensuite, ça c'est l'aspect pédagogique. On a des entreprises, notamment The Good Company qui va intervenir juste après, qui a fait venir toute une équipe sur le terrain pour nous aider à retirer une espèce qui était envahissante sur le terrain. Ça permet de créer, comme je disais, un lien émotionnel et finalement on peut bien protéger que ce qu'on aime. Ça, c'est quelque chose qui est très important, cet aspect pédagogique, parce qu'on pourrait se dire qu'on va
acheter des terrains, venir avec des professionnels et puis faire ça dans notre coin et finalement le résultat sera le même. Nous on pense que c'est important cet aspect-là, que ce soit un aspect humain aussi, puis il y a un aspect thérapeutique pour les gens parce que sinon, moi aussi par ailleurs je suis thérapeute, ça permet de soigner les gens qui viennent de leur anxiété en fait. Et donc, on passe aux plantations ensuite. Les plantations, ça demande pas mal de travail. Et le plus important, c'est la livraison. Parce que quand les arbres arrivent, il faut vraiment qu'on plante presque dans les 2 jours. Et s'il pleut, s'il gèle un petit peu, on peut planter, mais sinon, il ne faut pas trop. Donc, il y a des périodes de plantation qui sont précises. Il faut former les bénévoles. Et ça se fait toujours dans la bonne humeur. C'est vraiment des moments conviviaux, sympas. On peut planter sur des grandes surfaces. Donc, aujourd'hui, nos plantations, à chaque fois, c'est quelques centaines d'arbres, 500, 600. Le plus grand qu'on a fait, c'était 1100 arbres dans un week-end. On est moins axé aujourd'hui sur le fait de planter des arbres, donc de faire un peu une course au nombre d'arbres plantés. Parce que si vous laissez un terrain tranquille, il y a les oiseaux qui vont amener des graines, des animaux par le vent. Ça va pousser tout seul, donc c'est pas forcément la peine de dépenser énormément d'argent dans les plantations, alors qu'il suffit de laisser ces terrains tranquilles pour que ça se passe bien. Et tout ça, un peu naïvement, quand on s'est lancé, on pensait que tout le monde accueillerait ça en disant que c'était génial. Petit spoiler, ce n'était pas le cas. Ça a été très compliqué. Déjà, il y a des contraintes urbanistiques sur les PLU, des contraintes suivant les différentes zones. Il y a même des plans de prévention des risques, tout ça, qui peuvent empêcher, même carrément interdire la plantation d'arbres par endroit. Ensuite, il y a le voisinage. Les gens trouvent ça génial que vous protégiez la nature, mais pas trop à côté de chez eux quand même, parce que les herbes qui poussent, c'est sale. Voilà. Et puis attention, s'il y a des insectes, ça ne va pas le faire. Et puis les invasions de sangliers, ils en ont peur alors, avant même qu'on achète le terrain. Donc ça, c'est toujours compliqué, que ce soit des habitants, donc des particuliers, des entreprises, des agriculteurs. Puis à côté, il y a toujours ces relations-là qui sont un peu compliquées. Donc on essaye d'éviter aujourd'hui de prendre quand il y a du voisinage. Les mairies qui parfois sont hostiles de principe, on n'a pas trop compris comme ça, mais des gens qui nous voient arriver et comme si on était des envahisseurs. Donc. Et puis, comme je disais, la difficulté aussi sur le financement, parce que l'achat de foncier, ça rentre pas encore dans toutes les cases. Tout ça, ça fait que ce qu'on fait, c'est complexe, mais quand même, on arrive à avoir des beaux résultats. C'est-à-dire que nous, au départ, le premier terrain qu'on a acheté, il faisait 1,4 hectare dans l'Oise. On s'est dit, on va en avoir pour des années déjà à rembourser et puis à planter. Bon, au final, 1 an et demi après, on avait tout fini. Donc, on s'est dit, on va en prendre un deuxième et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on a 9 terrains qu'on a achetés. On est à 60 hectares qui ont été sanctuarisés, dont 30 uniquement en 2025. Et sur cette année, on a déjà dans les bacs un terrain de 35 hectares dans les Hautes-Alpes. Et on a planté 7800 arbres, mais comme je disais, le nombre d'arbres plantés, c'est pas, on nous demande tout le temps, donc je le donne, mais c'est pas le plus important. Vous pouvez planter des millions d'arbres, mais si dans 2 ans ils sont tous morts, ou si dans 30 ans ils sont tous coupés, ou si c'est une plantation où il y a une seule espèce, en fait ça sert à rien. Planter des arbres, c'est pas créer des forêts, c'est pas créer un écosystème. Quand on veut se focaliser sur le nombre d'arbres plantés, on va avoir tendance à vouloir les planter le moins cher possible, donc souvent à l'étranger, et donc se pose la question de tout le suivi et de ce qu'on plante et où. Et puis 400 bénévoles, donc 400 personnes qui sont venues durant ces 7 années, participer à des plantations, participer à des sessions d'entretien. Donc ça, on est très content de tout ça. Et en 2026, on a 4 équipes qui sont en train de rechercher des terrains encore. Là, on va s'étendre un peu vers le sud, comme vous le voyez, vers Toulouse, dans le Gard, dans les Hautes-Alpes. Et on a bien l'intention de continuer ça. Donc on s'est fait un petit peu dépasser en fait par rapport à notre idée de départ. On se disait on va faire un petit truc dans notre coin. Ça a pris, il y a eu de l'écho, il y a eu beaucoup de gens, du coup, des particuliers qui voulaient faire la même chose, qui nous ont demandé. Et puis, ensemble, finalement, on fait beaucoup plus que ce qu'on aurait fait juste tous les deux. Et ce qui est vraiment important, c'est que grâce à ça, il y a les arbres, il y a toute la végétation, mais il y a surtout qu'on a permis à beaucoup d'espèces animales en fait, de revenir. Donc ça, c'est que des photos qui ont été prises sur nos terrains. Donc vous voyez, il y a beaucoup de biches. Alors ça, des biches, on en a plein. Des sangliers, des lapins, des renards, toute la biodiversité qui revient. En fait, quand on les laisse tranquilles, ils s'épanouissent. Alors que souvent, dans les espaces anthropisés, dans les champs, tout ça, ils ne sortent que la nuit. Ça, c'est la plus belle des récompenses qu'on a. Moi, il y a un jour, sur un terrain, on se promenait, je suis tombé sur un petit faon qui attendait tranquillement là. C'était un moment assez fort, qui justifie tout ce qu'on a fait et puis qu'on continue à faire encore. Donc voilà, j'ai fini... Merci beaucoup David pour ce partage d'expérience et d'espoir. Merci.